Alors, il nous reste une notion à voir, c'est une généralisation de ce qu'on vient de voir pour un couple de variables aléatoires à une famille qui concernerait plus que seulement deux variables aléatoires. Donc, c'est la dernière partie, grand 5, famille finie. Alors, famille finie, ça veut dire qu'on n'étudiera qu'un nombre fini de variables aléatoires. Et quand on aura fait le chapitre sur les séries, on pourra imaginer un nombre infini de variables aléatoires. Alors, on va essayer de généraliser les notions vues pour un couple de variables aléatoires. On commence par l'indépendance. Ça va beaucoup ressembler à l'indépendance des événements. Donc, si vous avez x1, xn qui sont des variables aléatoires, on dit que ces variables sont mutuellement indépendantes lorsque, quel que soit x1, xn, des valeurs possibles pour vos variables aléatoires, quel que soit i, un ensemble inclus dans un n. Donc ça veut dire en fait que vous choisissez certains des indices qui sont entre 1 et n. Donc autrement dit, vous choisissez certaines des variables aléatoires. Vous ne savez pas lesquelles. Par exemple, i, ça peut être un ensemble formé que de 3 indices, 1, 2, 3, ou ça peut être l'ensemble 1n tout entier. En gros, c'est pour dire on prend une sous-famille de ces variables aléatoires. Et bien, lorsque vous vous êtes fixé ce nombre de variables aléatoires, là, cette sous-famille, il faut que la proba de l'intersection de ces événements soit égale au produit des probabilités. Donc c'est vraiment la généralisation de la définition de deux variables indépendantes à une famille finie. Par contre, dans deux variables indépendantes, il fallait que ce soit le produit de l'intersection de la proba de l'intersection de deux qui soit le produit des probas. Là, il faut que ce soit la proba de l'intersection d'un nombre plus petit que n, on ne sait pas lesquels, donc on prend certains indices parmi i, on ne sait pas lesquels, ça doit être égal au produit des probas. Donc ça, on parle de mutuellement indépendants. Par contre, il y a également dans la définition 18 les variables 2 à 2 indépendantes, donc c'est comme pour les événements cette fois, ça veut dire que si vous choisissez deux variables distinctes, elles sont indépendantes au sens qu'on l'a vu pour un couple de variables aléatoires. Alors, comme pour les événements, l'indépendance mutuelle implique l'indépendance 2 à 2, puisque ici, comme je peux prendre ce que je veux comme ensemble grand I, si vous prenez pour grand I l'ensemble qui contient les indices I et J, eh bien cette propriété, appliquée seulement à deux variables aléatoires, c'est exactement la définition de l'indépendance. Donc mutuellement indépendant, c'est plus fort que 2 à 2 indépendants. Et par contre, la réciproque est fausse. 2 à 2 indépendants n'impliquent pas mutuellement indépendants. Je vous montre sur un exemple. C'est l'exemple 11. Donc on lance deux fois une pièce de monnaie. On va appeler x et y les variables aléatoires qui vont représenter les résultats des lancers. Donc x est une variable aléatoire qui vaut 1 si on obtient pile et 0 sinon par rapport au premier lancé. Y, la même chose pour le deuxième lancé. Et z, la variable aléatoire qui vaut 1 lorsqu'on obtient le même résultat aux deux lancers, donc soit deux fois pile, soit deux fois face, et 0 sinon. Bon, on va étudier l'indépendance de ces trois variables aléatoires. Donc tout d'abord, pour étudier l'indépendance de variables aléatoires, ça veut dire que vous devez être capable de dire est-ce que la proba de l'intersection est égale au produit des probas. Donc vous devez connaître la loi de chacune des trois variables. Donc la variable x, elle vaut soit 0, soit 1. Elle vaut 1 lorsque le premier lancé donne pile, c'est-à-dire avec proba 1/2, et donc elle vaut 0 avec la même probabilité. La variable y, elle suit la même loi que la variable x, donc elle est à valeur dans 0, 1, et elle a les mêmes probabilités. La variable z maintenant, pareil, on a dit qu'elle valait 0 ou 1. Quand est-ce qu'elle vaut 0 ? Elle vaut 0 quand x et y prennent la même valeur. Donc soit quand x est égal à 1 et y est égal à 1, ou quand x est égal à 0 et y est égal à 0. Puisque ces deux événements sont incompatibles, on peut écrire ça comme une somme de deux probas. Et puis la proba que x soit égal à 1 et en même temps y soit égal à 1, puisque les deux lancers sont indépendants, ça veut dire que les variables x et y sont indépendantes. Et ça, dans les exercices, quelquefois, ça va être
vous allez avoir du mal à savoir est-ce qu'il faut justifier qu'elles sont indépendantes, est-ce qu'on peut le dire vu le contexte. Donc on verra dans les exercices comment on fait. En tout cas, là, les variables x et y sont indépendantes. Donc le produit de la probabilité de leur intersection, c'est le produit des probas, c'est-à-dire 1 demi fois 1 demi pour la première proba, plus 1 demi fois 1 demi pour la deuxième proba. Et donc, on retrouve que la proba que z soit égale à 0 est égale à 1 demi, c'est-à-dire la même que la proba que z soit égale à 1. Ensuite, on va regarder si les variables sont indépendantes 2 à 2. Donc, x et y, on a déjà dit qu'elles étaient indépendantes, puisque, en fait, on lance deux pièces finalement qui n'ont aucun lien entre elles. On n'attend même pas le résultat du premier lancé pour lancer le deuxième. Enfin, donc, il n'y a aucun lien entre x et y. Donc, x et y sont indépendantes. Pour x et z, maintenant, on regarde. On doit donc étudier, je vous rappelle, pour l'indépendance de 2 seulement, je vais vous remettre la définition. Il faut que pour n'importe quelle valeur que peuvent prendre les deux variables aléatoires, on ait que la proba de l'intersection soit égale au produit des probas. Donc là, pour regarder si x et z sont indépendants, il faut que je prenne toutes les valeurs possibles pour le couple x-z. Donc comme il y a 2 choix pour x, 2 choix pour z, ça fait 4 possibilités. Et pour chacune de ces possibilités, il faut que je regarde la proba de l'intersection. Donc je commence par la proba que x soit égal à 0 et, alors là c'est un z, z égale 0. Quand est-ce que x est égal à 0 et en même temps z est égal à 0? Ça veut dire x vaut 0 et z vaut 0 quand x et y n'ont pas pris la même valeur. Donc si x vaut 0 et que z vaut 0, ça veut dire que x vaut 0 et que y vaut 1. Et comme les variables x et y sont indépendantes, la proba de cette intersection, c'est le produit des probas, c'est-à-dire proba de x égale 0 fois proba de y égale 1, c'est-à-dire 1 quart. Et puis ensuite, on regarde. 1 quart, est-ce que c'est égal à proba de x égale 0 fois proba de z égale 0? Donc proba de x égale 0, c'est 1 demi. Proba de z égale 0, c'est 1 demi. Donc ce 1 quart là qui est obtenu, c'est bien le produit des deux probabilités. Donc déjà, pour 0, 0, on a le début de la définition d'indépendance. Ensuite, il faut le faire pour x égale 0, z égale 1. X égale 1, z égale 0. Et x égale 1, z égale 1. Pour chacun de ces deux-là, vous devez le faire. Je vous laisse le faire, vous pourrez regarder. En tout cas, on trouve que x et z sont des variables aléatoires indépendantes. Alors maintenant, pour mutuellement indépendants, je vous remets la définition. Les trois variables sont mutuellement indépendantes lorsque, pour n'importe quelle valeur pour chacune des trois variables, la proba de l'intersection est égale au produit des probas. Donc par exemple, moi je m'intéresse à z égale 0 et y égale 1 et x égale 1. Cet événement-là, z égale 0 et y égale 1 et x égale 1, il est impossible. Parce que quand y et x prennent la même valeur, z est égal à 1. Donc cet événement n'arrive jamais. Donc sa probabilité vaut 0. Et ce 0-là, il n'est pas égal à la proba que z égale 0 fois la proba que y égale 1 fois la proba que x égale 1. Donc les trois variables x, y, z ne sont pas mutuellement indépendantes. Donc vous remarquez, pour montrer que des variables sont indépendantes 2 à 2, il faut regarder chacun des couples de valeurs possibles. Donc là, je l'ai fait que pour x et z, il faudrait aussi le faire pour y et z. Par contre, pour montrer que des variables ne sont pas mutuellement indépendantes, il suffit de trouver un contre-exemple. Donc ça, c'est le contexte et l'exercice qui vont vous dire quel va être le contre-exemple. Là, vu la définition de z par rapport à x et y, on se dit que cet événement-là va avoir une probabilité qui va être égale à 0. Donc ça va être un bon contre-exemple. Parce que comme il n'y a aucune probabilité là, ni pour x, ni pour y, ni pour z qui vaut 0, jamais vous arriverez à écrire ce 0 comme un produit de 3 probabilités. En tout cas, les variables dans l'exemple 11, elles sont 2 à 2 indépendantes, mais elles ne sont pas mutuellement indépendantes. Alors, pour terminer sur l'indépendance d'une famille de variables aléatoires, on a une généralisation
des théorèmes 13 et 14. Donc je ne vais pas les redémontrer, je veux juste que vous ayez le résultat en tête. Si x1 et xn sont des variables indépendantes, alors la définition de l'indépendance mutuelle se traduit sur d'autres événements que simplement des événements de ce type-là, c'est-à-dire pour n'importe quel A1, N qui sont des valeurs possibles de x1, xn, eh bien vous avez que la proba d'une intersection est égale au produit des probabilités. Donc en gros, dès que quelque chose concerne x1, inter quelque chose qui concerne x2, inter etc. quelque chose qui concerne xi, vous pouvez le découper comme un produit de probabilité. Et deuxième résultat, le théorème 9, qui est pareil, une généralisation du théorème 14. Si x1 et xn sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes, si f et g sont deux fonctions, alors n'importe quelle fonction qui concerne par exemple les variables aléatoires jusqu'à m et n'importe quelle fonction qui concerne les autres variables aléatoires, donc c'est-à-dire s'il n'y en a aucune en commun, eh bien elles sont également, ça forme également des variables aléatoires indépendantes. Donc ce qui est important, c'est qu'il n'y en ait aucune en commun entre les deux ensembles. Ok, là ça concerne que jusqu'à m, là ça concerne jusqu'à que m plus 1, que à partir de m plus 1. Alors je les ai coupés en deux à partir de m. L'idée c'est si vous les coupez en deux avec en fait un découpage disjoint. Donc si par exemple là il y a que les indices pairs et là il y a que les indices impairs, bah ça marche aussi. Il n'y a pas besoin que ce soit les m premières et puis les autres. L'important c'est qu'il n'y ait aucune variable qui soit à la fois dans la fonction f, à la fois dans la fonction g.